Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier assez brûlant et qui touche vraiment au portefeuille, l'affaire Samir. Franchement, le point de départ, il est un peu déroutant, non? Ah oui. On a vu les prix à la pompe au Maroc ces derniers temps, ils ont grimpé. On a frôlé les 20 dirhams le litre pour l'essence. Hmm. Et parfois, c'était même plus cher que quand le baril du pétrole brut était au sommet, genre après 2008 à 150 dollars. Mhm. Comment on explique ça? Ça veut dire que le prix du brut, c'est pas le seul truc en jeu. En effet. Et cette flambée des prix, ça met vraiment en lumière de manière assez crue l'importance du raffinage et de la disponibilité des produits finis, en fait. Exactement. Et c'est justement là qu'intervient la Samir, la société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage. C'était l'unique raffinerie du pays et aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Hmm. Et elle se retrouve au cœur d'une impasse énergétique, économique. C'est devenu un symbole en quelque sorte des défis du Maroc. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de démêler tout ça. On va regarder un peu son histoire, son rôle stratégique passé, comment elle est tombée, les batailles juridiques, Oui, c'est complexe. l'impact économique énorme de son arrêt, et puis tous ces débats sur ce qu'il faudrait faire maintenant. C'est une plongée nécessaire, je crois, pour comprendre les enjeux profonds. Absolument. Et pour bien comprendre, il faut peut-être remonter un peu en arrière, aux origines, parce que la Samir, ça n'a pas toujours été ce problème. Ah non, faut se souvenir de son rôle à sa création. Elle a été créée en 1959, juste après l'indépendance. C'était une coentreprise, à l'époque, entre l'État marocain et le groupe italien Eni. Un vrai symbole de souveraineté industrielle qui naissait. Et un poids lourd économique, j'imagine, hein. Les chiffres sont assez dingues, non? À son apogée, la Samir, elle couvrait quoi? 64% des besoins du Maroc en carburant? C'est ça, presque les 2 tiers, en produits affinés divers. C'était colossal. 64%. Mais comment un acteur aussi central a pu juste disparaître? Mais c'est toute la question. Et au-delà de la production elle-même, il y avait le stockage. Elle détenait plus de la moitié des capacités de stockage stratégique de carburant du pays. Ça, c'est clé pour la sécurité énergétique. Ah oui, bien sûr. Et son site à Mohamedia, c'était vraiment un poumon économique pour toute la région. Et puis arrive 1997, la privatisation, au profit du groupe Coral, du saoudien Mohamed Alamoudi. L'idée, sur le papier, c'était quoi? Moderniser, investir. Exactement. L'accord, il prévoyait des investissements assez conséquents pour moderniser l'outil, augmenter la capacité. Sur le papier, oui, ça semblait une bonne idée, mais bon, la réalité a été un peu différente. C'est-à-dire? Ces engagements d'investissement, ils n'ont été que très partiellement respectés, souvent en retard Et l'argent pour ces investissements partiels, il venait d'où? Pas que de l'investisseur lui-même, si j'ai bien suivi. et c'est là que ça coince en fait. Une part importante de ces modernisations, elle a été financée via des crédits obtenus auprès de banques marocaines. Ah, d'accord, l'ironie. Oui, c'est un peu l'ironie tragique de l'histoire. La privatisation qui devait amener de l'argent frais a fini par puiser dans les ressources financières locales. Beaucoup aujourd'hui considèrent que c'était ça la faute originelle, le début des problèmes. Et les difficultés, elles sont arrivées vite, concrètement, hein? Assez vite, oui. Dès 2013, on voit les premiers signes de tension, un gros emprunt international, 200 millions de dollars. Et puis en 2014, boum, le choc. Quoi donc? L'annonce de pertes énormes, 3,4 milliards de dirhams. La machine commence à s'emballer. On pointe du doigt une gestion défaillante et la dette, elle gonfle, elle devient juste intenable. On parle de chiffres ahurissants. Une dette au moment de l'arrêt entre 40 et 45 milliards de dirhams, c'est presque difficile à imaginer. Et c'était dû à qui principalement? Une dette colossale, oui. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'une grosse partie, on parle d'environ 40%, c'était dû à des acteurs marocains. L'État, surtout via les douanes, pour des taxes impayées, et puis un pool de banques marocaines. L'endettement était devenu ingérable. Et cette accumulation de dettes, de pertes, ça a mené logiquement à la fin des opérations, j'imagine. Inévitablement. En août 2015, les machines s'arrêtent. Plus de production. Et en mars 2016, le coup près tombe. Le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire. Et là, c'est un séisme. Un séisme industriel, social. Il y a eu, à l'époque, environ 867 emplois directs perdus d'un coup, sans compter tous les emplois indirects et l'impact terrible sur la ville de Mohamedia. L'arrêt de la production, le choc social, mais bon,
l'histoire ne s'arrête pas là. Elle bascule sur un autre terrain tout aussi compliqué, le juridique. La liquidation, ça s'annonçait difficile dès le départ, hein. Extrêmement compliqué, oui. Les syndics judiciaires qui se sont succédés, Mohamed El-Krimi d'abord, puis Abdelkébir Safadi, ils se sont retrouvés avec une tâche quasi impossible. Trouver quelqu'un pour reprendre toute la raffinerie, en bloc. Pourtant, il y avait des actifs, non? On parlait d'une valeur autour de 21 milliards de dirhams. Et certains, comme le Front de sauvegarde de la Samir, disaient même qu'on pouvait la redémarrer en quelques mois, techniquement. Pourquoi personne n'a sauté sur l'occasion? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'énorme incertitude juridique qui planait sur tout le dossier. Ensuite, l'état réel des installations après des mois, voire des années d'arrêt. Le coût pour remettre en route, exactement. Le coût de la remise en état, plus les investissements nécessaires pour moderniser. Et puis, il faut un projet industriel solide derrière. Alors, il y a eu des marques d'intérêt, oui. Une offre des Émirats en 2019, autour de 2,4 milliards de dirhams. C'est peu par rapport à la valeur des actifs, non? Très peu. Et plus récemment, en 2023, une quinzaine d'investisseurs potentiels avec des offres un peu plus élevées, entre 1,8 et 2,8 milliards de dollars cette fois. Mais rien n'a abouti pour une reprise globale. Ce qui a mené à quoi alors? On vend les meubles petit à petit? C'est un peu ça, malheureusement. Faute de trouver un repreneur global, on assiste à une vente, au détail. La vente récente de l'hôtel Avanti à Mohamedia, pour environ 170 millions de dirhams, c'est symbolique de ça. C'est pas un actif stratégique pour le raffinage, mais ça montre la fragmentation. Morceau par morceau, sans vision d'ensemble. Et pour couronner le tout, il y a eu cette procédure d'arbitrage international lancée par l'actionnaire principal, Coral Holding. Ça a dû compliquer encore les choses. Ah oui, alors ça c'était une autre dimension. En mars 2018, le groupe de Cheikh Alamoudi a attaqué le Maroc devant le CIRD, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui dépend de la Banque mondiale. Une vraie bombe juridique. Avec des demandes d'argent colossales, il me semble. Pharaonique. Coral réclamait 2,7 milliards de dollars. C'est près de 27 milliards de dirhams d'indemnités au Maroc. Et sur quelle base? L'argument principal, c'était que le Maroc aurait violé le traité d'investissement signé avec la Suède en 1990, notamment en ne garantissant pas un traitement juste et équitable à l'investisseur. En gros, Alamoudi disait « c'est la faute de l'État marocain si la Samir a fait faillite ». Le verdict est tombé fin 2023. Et il a été assez surprenant, non? On s'attendait peut-être à pire pour le Maroc. Tout à fait. Le tribunal arbitral a bien condamné le Maroc, oui, mais a payé seulement 150 millions de dollars à Coral. Seulement, ça reste une somme énorme. Bien sûr, c'est une somme très importante, mais comparé aux 2,7 milliards réclamés au départ, ça ne représente qu'environ 6%. Donc c'est une victoire très en demi-teinte pour Coral, et en soulagement relatif pour le Maroc, même si une condamnation reste une condamnation. Et la position du Maroc face à ce verdict et face aux accusations de mauvaise gestion contre Alamoudi? Alors, la position marocaine, elle n'a pas varié. Pour l'État, la faillite, c'est la conséquence directe d'une mauvaise gestion de décisions risquées de la part de l'équipe de Coral. Le Maroc refuse d'endosser cette responsabilité. Et donc ils vont payer? Pas si vite. L'État marocain examine très sérieusement la possibilité de faire un recours en annulation contre cette sentence arbitrale. Et il a demandé un sursis à exécution. Donc cette épée de Damoclès juridique, elle continue de planer. Ça rend toute perspective de reprise encore plus floue. Et c'est là qu'intervient peut-être cette notion de faute de gestion en droit marocain. C'est un concept important dans ce genre d'affaires. Absolument. C'est l'article 738 du Code de commerce. C'est un outil, potentiellement puissant, en théorie. Il dit que si une faute de gestion d'un dirigeant a contribué à la faillite et qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les créanciers, eh bien, on peut aller chercher la responsabilité personnelle du dirigeant, sur ses biens propres. Ah oui, d'accord. C'est une menace sérieuse. C'est une manière de dire que les décisions désastreuses peuvent avoir des conséquences personnelles. Mais est-ce que c'est facile à prouver, une faute de gestion? J'imagine que non. C'est toute la difficulté. La loi, elle ne donne pas de définition super précise. Elle laisse une marge d'appréciation assez large au juge. Il faut faire la différence entre une vraie faute, genre une négligence grave, une imprudence caractérisée, peut-être même des malversations, et puis ce qui est juste, un mauvais choix stratégique ou pas de chance sur un marché difficile.
Et dans le cas de la Samir, prouver juridiquement cette faute qu'on impute à Al-Amoudi, au-delà des accusations politiques ou médiatiques, c'est un vrai défi. Ce flou juridique, ça rajoute encore une couche de complexité. Oui, et puis il faut aussi, je pense, élargir un peu la perspective. L'affaire Samir, on ne peut pas la regarder juste par le petit bout de la lorgnette marocaine. Elle s'inscrit dans un contexte mondial assez bouleversé dans le secteur du raffinage. C'est-à-dire? Ce n'est pas juste une histoire maroco-marocaine. Non, non, loin de là. Les difficultés de la Samir, elles résonnent avec une crise beaucoup plus globale. Partout dans le monde, ou presque, les prix des carburants flambent. Et ce n'est pas seulement à cause du prix du pétrole brut. Il y a plusieurs choses qui jouent. Comme quoi, par exemple? D'abord, on voit une réduction assez nette des capacités de raffinage, surtout en Europe. Beaucoup de raffineries ferment ou réduisent leurs investissements parce qu'elles anticipent l'interdiction des moteurs thermiques neufs prévus pour 2035. Moins d'usines pour raffiner, donc les prix des produits raffinés montent. Logique. Il y a d'autres facteurs? Oui, il y a aussi la complexité technique. Les raffineries sont souvent optimisées pour traiter un certain type de pétrole. Par exemple, quand les sanctions contre la Russie sont arrivées, beaucoup de raffineries européennes étaient habituées au pétrole russe, de l'Ural. Elles ont eu du mal à s'adapter vite et bien à d'autres types de brut. Résultat, moins de rendement, plus de coûts. Et puis, il y a cette histoire incroyable des marges de raffinage. J'ai lu des choses là-dessus, ça a complètement explosé. Ah oui, ça c'est peut-être le point le plus spectaculaire. Historiquement, la marge de raffinage, c'était quoi? 5, 10 dollars par baril traité. Depuis 2022, avec la crise ukrainienne notamment, on a vu ces marges s'envoler, parfois jusqu'à 50 voire 60 dollars par baril. Mais c'est énorme. Comment c'est possible? Certains observateurs parlent d'une sorte de rareté artificielle. Comme s'il y avait moins de capacité disponible, les raffineurs qui restent peuvent imposer des prix beaucoup plus élevés pour le produit fini. Ils profitent de la situation pour maximiser leurs profits, même si la demande mondiale n'est pas forcément revenue au niveau d'avant Covid. Et qui sont les grands gagnants dans tout ça? Clairement, les grands acteurs du raffinage qui ont su s'adapter ou qui sont dans des zones favorisées. Les États-Unis, par exemple, qui sont aussi de gros exportateurs d'énergie, ils en profitent bien, l'Inde et la Chine aussi. Pourquoi eux? Parce qu'ils ont pu acheter du pétrole russe, qui était vendu moins cher à cause des sanctions, le raffiner chez eux et puis le revendre à prix fort sur le marché mondial, avec des marges très confortables. Ils sont en train de redessiner un peu la carte énergétique mondiale à leur avantage. Et à l'inverse, les perdants? J'imagine l'Europe et le Maroc du coup? L'Europe, oui, elle est en première ligne. Elle paie l'énergie beaucoup plus cher, ça pèse sur sa compétitivité, ça augmente sa dépendance. Et le Maroc, privé de sa propre raffinerie avec l'arrêt de la Samir, il se retrouve dans une position de vulnérabilité extrême. Il est devenu une sorte de spectateur captif de ces bouleversements. Concrètement, pour le Maroc, ça veut dire quoi cette vulnérabilité? Essence, diesel, kérosène, tout doit être acheté à l'étranger. Et ça coûte de plus en plus cher. La facture énergétique explose. On parle d'une estimation pour 2024 qui pourrait atteindre 12 milliards de dollars. C'est environ 120 milliards de dirhams. C'est gigantesque. Ça doit peser lourd sur les réserves de devises du pays. Énormément. Payer ces importations, ça coûte de plus en plus de devises fortes. Et au-delà de la facture elle-même, il y a la question de la sécurité d'approvisionnement. Oui, parce qu'on n'a plus de stock. Exactement. La Samir, ce n'était pas juste une usine, c'était aussi d'énormes capacités de stockage. Le Maroc n'a plus cette possibilité de faire des réserves importantes pour lisser les prix en cas de flambée ou pour faire face à une rupture d'approvisionnement. On est exposé directement à la volatilité des marchés. Avec des risques sociaux et économiques derrière qui ne sont pas négligeables, j'imagine. Évidemment, l'inflation qu'on importe via les carburants, elle se répercute partout. Sur le pouvoir d'achat, bien sûr, mais aussi sur le coût des transports, ce qui fait monter le prix des aliments, ça touche à la sécurité alimentaire. Et puis, il y a le risque, qui n'est malheureusement plus théorique, d'un rationnement. Si un jour l'approvisionnement devient difficile, on pourrait voir des mesures comme un pass énergétique ou le retour des files d'attente devant les stations-service. Bon, le tableau est quand même assez sombre. Face à ça, quelles sont les options? Le débat sur l'avenir de la Samir, il est vif, j'ai l'impression. Qu'est-ce que disent ceux qui pensent qu'il faut la relancer? Alors, ceux qui militent pour la relance, ils ont des arguments assez forts, il faut le dire. Le premier, il est purement économique. Ils estiment que faire redémarrer la Samir, ça permettrait au Maroc d'économiser sur sa facture d'importation. On parle de chiffres potentiels allant jusqu'à 2 milliards de dollars par an. C'est considérable. Ensuite, il y a l'argument de la souveraineté, qui revient souvent. Oui, c'est le deuxième pilier de leur argumentation. Renforcer la sécurité et la souveraineté énergétique du pays.
Ne plus être dépendant à 100% des importations, c'est regagner de l'autonomie stratégique, c'est être plus résilient face aux crises mondiales. Et sur le plan social et industriel, quels seraient les avantages? Une relance, ça signifierait la création d'emplois. Les syndicats parlent de jusqu'à 4500 emplois, directs et indirects. Ça redynamiserait toute la région de Mohamedia. Hmm. Certains vont même plus loin et y voient une opportunité stratégique. Positionner le Maroc comme un futur hub de raffinage pour l'Afrique, au moment où l'Europe, elle, réduit ses capacités. Et puis, bien sûr, relancer la production nationale, ça pourrait aider à stabiliser les prix à la pompe et donc apaiser un peu les tensions sociales. Des arguments qui se tiennent, c'est sûr. Mais les obstacles à une relance, ils ont l'air tout aussi importants, non? Ils sont considérables, il ne faut pas se voiler la face. Le premier défi, et c'est peut-être le plus grand, c'est de trouver un investisseur. Un acteur sérieux, solide, avec les reins financiers et l'expertise technique pour reprendre et moderniser l'outil. L'histoire récente a montré que ce n'était pas simple. Et puis, il y a toujours ce flou juridique autour de l'arbitrage CRD, ça n'aide pas, j'imagine. C'est un frein majeur, oui. Tant que la procédure d'appel ou d'annulation est en cours, l'incertitude juridique demeure. Qui est propriétaire de quoi? Quelles sont les dettes restantes? C'est compliqué. Ajoutez à ça le coût de la remise en état des installations. L'estimation basse, c'est au moins 300 millions de dollars. Juste pour remettre en marche Witera. Juste pour la remise en état de base. Sans compter les investissements qu'il faudrait faire pour adapter la raffinerie aux nouvelles normes environnementales et peut-être aux nouveaux types de pétrole brut disponibles sur le marché. Et puis, il y a la question de la volonté politique. On entend souvent des critiques sur un certain attentisme, un manque de vision claire du gouvernement sur ce dossier. Oui, c'est une critique qui revient très souvent. Malgré quelques déclarations ici ou là sur des projets à l'étude, beaucoup d'observateurs et même des acteurs du dossier, comme les syndicats, déplorent l'absence d'une stratégie gouvernementale claire, affirmée, sur ce que le Maroc veut faire en matière de raffinage. Sans cette impulsion politique forte, c'est difficile d'imaginer qu'un projet de relance puisse aboutir. Face à toutes ces difficultés, est-ce qu'il y a d'autres options sur la table, à part attendre le grand investisseur privé providentiel? Oui, plusieurs alternatives sont évoquées, discutées. La nationalisation, par exemple. C'est une piste qui est très fortement défendue par certains syndicats, notamment celui mené par El Houssine El Yamani. Pour eux, c'est la seule garantie de préserver cet outil stratégique dans le giron national. D'autres idées circulent aussi, hein. On entend parler aussi d'une souscription publique. L'idée serait de mobiliser l'épargne des Marocains pour financer la relance. Il y a aussi l'idée de créer des partenariats industriels stratégiques, peut-être avec des entreprises étrangères qui ont l'expertise, mais sans forcément leur laisser tout le contrôle. D'accord. Et puis, il y a des montages un peu plus originaux qui sont parfois suggérés, comme des accords de troc ou de paiement monnaie locale. Ah oui. Comme quoi, il y avait eu une suggestion, par exemple, venue de Russie, d'un échange hydrocarbures russes contre phosphate marocain, avec des paiements qui se feraient en dirhams et en roubles. Intéressant. Mais ça soulève d'autres questions, non? Géopolitiques. Évidemment, ce type d'accord aurait d'énormes implications géopolitiques sur les alliances du Maroc, sur ses dépendances futures, surtout dans le contexte actuel où on voit des efforts de certains blocs, comme les BRICS, pour essayer de contourner le dollar dans les échanges internationaux. C'est un autre débat, mais c'est lié. Tout ça nous ramène à une question assez fondamentale, je trouve. Après un tel fiasco, une telle faillite, est-ce qu'on peut vraiment imaginer un rebond? Une des sources qu'on a consultées parlait de ce concept de droit au rebond, mais plutôt pour les chefs d'entreprise. Est-ce qu'on peut appliquer ça, métaphoriquement, à un actif industriel national comme la Samir? C'est une excellente question. L'idée d'apprendre de ses erreurs, de permettre une seconde chance, c'est séduisant intellectuellement. Mais si une relance de la Samir devait se faire, peu importe la forme, la condition absolue, la condition sine qua non, ce serait de tirer absolument toutes les leçons du passé. C'est-à-dire? Comment on garantit une gouvernance radicalement différente? Plus transparente? Plus rigoureuse. Comment on met en place des garde-fous pour s'assurer que les erreurs, les dérives qui ont mené au désastre ne puissent pas se répéter? Un rebond industriel réussi, ça ne peut pas être juste une reprise à l'identique. Ça exige une vraie rupture avec les anciennes pratiques de gestion. Bon, si on essaye de résumer un peu cette exploration, l'affaire Samir, c'est clair. C'est bien plus qu'un simple dossier économique ou industriel. C'est une véritable saga marocaine. On y trouve de l'ambition industrielle post-indépendance, les ratés d'une privatisation très controversée, des batailles juridiques internationales avec des enjeux financiers énormes. Oui, et puis une vulnérabilité énergétique qui est devenue criante. Et des défis sociaux très concrets, très brûlants pour le pays.
Le cœur du dilemme aujourd'hui, il est posé de manière assez brutale finalement. Est-ce qu'il faut se résigner à payer le prix fort pour emporter 100% de nos carburants, en subissant la volatilité des marchés, en exposant le pays au risque de pénurie, d'inflation? Ou est-ce qu'il faut oser le pari d'une relance de la Samir, une voie qui est porteuse d'espoir, c'est vrai, mais qui est aussi semée d'incertitudes, de coûts importants et d'obstacles politiques, juridiques? C'est un choix cornélien. Alors, pour terminer, peut-être une question pour laisser nos auditeurs réfléchir. Au-delà des milliards de dirhams et des aspects techniques, qu'est-ce que le destin chaotique de la Samir nous dit vraiment sur la quête d'autonomie stratégique du Maroc? Et quelle vision à long terme le pays veut-il ou peut-il se donner pour son navire énergétique? Surtout dans un monde qui change si vite, avec la recomposition géopolitique, la transition énergétique qui est en cours, et surtout, oui, quelles sont les conditions politiques, économiques, juridiques, mais aussi éthiques, en termes de bonne gouvernance, pour réussir enfin ce rebond qu'on espère, et pour transformer ce qui a été un échec douloureux en une leçon utile pour l'avenir. Le débat, clairement, reste plus que jamais ouvert.